Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de votre magazine Grand Entretien sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous et aujourd'hui nous abordons l'épineuse question liée au secteur de la comptabilité en République démocratique du Congo. Quel apport la comptabilité justement a sur le développement tout simplement de notre pays? Je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Monsieur William Bouyamba. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, une structure placée sous tutelle du ministère national des Finances. Dites-nous, quelles sont les missions de votre structure et son champ d'application, son champ d'action, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le Conseil permanent de la comptabilité au Congo est sous tutelle du ministère des Finances. Son rôle principal, il faut noter que le Conseil permanent de la comptabilité au Congo est conseiller du gouvernement en matière de la comptabilité. Et il a pour mission de concevoir et de gérer les systèmes comptables. Et notre mission, c'est de gérer la centrale nationale des bilans parce que les agents économiques déposent leurs états financiers de synthèse au Conseil permanent de la comptabilité au Congo qui gère cette base de données et publie des statistiques comptables qui sont utiles pour des études économiques. Et le Conseil permanent de la comptabilité a aussi le monopole de la distribution des imprimés. La distribution des imprimés. Des imprimés des états financiers, notamment les bilans, les comptes de résultats, les tableaux de flux de trésorerie et les notes annexes conformément aux dispositions de l'OHADA parce que, comme vous le savez, nous sommes dans l'espace OHADA depuis 2012. Et voilà, donc nous sommes tenus de tenir la comptabilité selon les référentiels CISC-OHADA. Selon les référentiels CISC-OHADA, parmi vos missions, ce que j'ai retenu, c'est que les entreprises, les agents économiques déposent auprès de vous leurs états financiers pour notamment établir des statistiques. Est-ce que vous n'empiétez pas les missions de l'INS, l'Institut national des statistiques? Non, nous n'empiétons nullement, n'est-ce pas, les prérogatives ou les missions de l'INES, parce que l'INES fait ce qu'on appelle de la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, des agrégats macroéconomiques, c'est-à-dire la production nationale, la consommation nationale, les produits intérieurs bruts, etc. Et c'est selon des méthodes purement statistiques par les sondages, et il y a une approche bien appropriée pour pouvoir les faire. Ça, c'est au niveau de la comptabilité nationale. Mais nous produisons, si vous voulez bien, des informations financières sectorielles. Sectorielles. Oui. Donc, sur base des états financiers. Sur base des états financiers, justement parce que au niveau national, il y a des agents économiques. On peut distinguer les entreprises, les pouvoirs publics, les ménages, etc. Donc, à ce niveau-là, c'est l'INES qui, justement, fait comme on le fait d'ailleurs partout ailleurs, comme en France, il y a l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques. C'est par les méthodes statistiques qu'on fait des estimations. Mais au Conseil permanent de la comptabilité, il ne s'agit pas de faire des estimations statistiques, mais ce sont des résultats ou, disons, des états financiers de synthèse. Ces états-là produits par les entités et le Conseil permanent de la comptabilité au Congo, à travers justement la centrale nationale des bilans, agrège ces éléments-là pour notamment classifier ces entités-là selon leurs performances. Tout à fait. Et cela est fait selon les secteurs. Vous avez plusieurs secteurs, la télécommunication, secteur, je ne sais pas, de la production des services, etc., etc. Donc, et là, les éléments sont classés selon leurs performances, notamment les chiffres d'affaires, la production, la valeur ajoutée au niveau micro-entreprise, parce que la valeur ajoutée au niveau macro
qui induit la détermination justement du produit intérieur brut. Ça, c'est au niveau justement de l'INES qu'il est fait par des statistiques. Des statistiques, oui. Alors, selon les sondages, si tout à fait, tout à fait. Alors, tous les agents économiques sont obligés de passer au CPCC pour déposer leurs états financiers. Oui, et c'est là au plus tard le 30 juin de l'exercice qui suit. C'est comme ici, les entités ont clôturé leurs comptes au 31 décembre 2023 et selon les dispositions de l'OHADA, ces entités ont jusqu'au 30 avril, c'est-à-dire à la fin de ce mois ici, pour arrêter les comptes à travers bien entendu le conseil d'administration. Et les comptes sont arrêtés au plus tard le 30 avril et déposés au plus tard le 30 avril avec déclaration fiscale à la DGI. Mais au conseil permanent de la comptabilité, on donne encore 2 autres mois, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin, une copie, n'est-ce pas, de ces états financiers doivent être déposés au conseil permanent de la comptabilité au Congo pour les besoins, comme je l'ai dit, de la centrale des bilans. Comment vous faites pour analyser toutes ces données-là? On sait qu'il y a quand même beaucoup d'agents économiques au pays, beaucoup d'entreprises, que ce soit dans le privé ou dans le public. Comment vous faites? Est-ce que vous avez un personnel en termes d'effectifs qui vous permet de faire tout ce grand travail? Justement, nous avons les effectifs qu'il faut pour pouvoir les faire. Et c'est un contrôle lorsque ces états financiers sont déposés. Il y a des contrôles de cohérence. On sait voir par exemple l'équilibre du bilan. Si vous déposez un bilan qui est déséquilibré, ce bilan ne sera pas accepté en centrale nationale des bilans. Et la correspondance par exemple du compte des résultats avec les résultats indiqués au passif du bilan. Et on regarde à ça, on regarde à d'autres on fait d'autres vérifications arithmétiques pour voir par exemple, n'est-ce pas, la cohérence. Si vous présentez par exemple, on l'a vu, peut-être qu'on y reviendra, des entités qui présentent des bilans par exemple qui ont des valeurs brutes négatives. Parce que il y a d'autres qui présentent des amortissements supérieurs à ces mêmes valeurs brutes qui amènent aux valeurs nettes négatives qui ne représentent absolument rien sur le plan comptable. Alors, lorsqu'on fait ces contrôles-là, ce que nous faisons, nous adressons des lettres d'observation, des notes d'observation aux entités concernées, leur demandant de pouvoir corriger ces erreurs-là. Et ces entités, on donne généralement 1 mois pour pouvoir les faire. Et si c'est corrigé, alors à ce moment-là, les états financiers seront acceptés en centrale nationale de bilan. Seront acceptés dans la centrale nationale de bilan. J'aimerais quand même insister sur la question des effectifs. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre notamment? Vous avez quel effectif? Oui, pour l'instant, il y a un effectif de 167 personnes. 167 pour l'ensemble du pays. Oui, pour l'ensemble du pays, des experts qui, n'est-ce pas, sont commis à cette tâche-là. Très bien. Alors, votre structure, comme je l'ai dit dans l'entame de cette émission, est placée sous tutelle du ministère ayant dans ses attributions les finances du pays. Comment vous faites pour justement appuyer le gouvernement? Vous le faites comment concrètement? Oui, comme je l'ai dit, nous sommes un conseil du gouvernement dans le domaine de la comptabilité. Tout ce qui touche à la comptabilité, tout à fait. Nous donnons notre point de vue, nos avis, nos conseils. Et lorsqu'il y a par exemple des contrôles par les régies financières, nous accompagnons ces régies-là. Ça, c'est aussi une contribution. Et il faut dire aussi que les entités qui ne déposent pas leurs états financiers selon les délais légaux sont frappées d'astreinte. Ça veut dire qu'une entité qui doit déposer au plus tard les 30 jours de l'exercice qui suit les états financiers au conseil permanent qui ne les fait pas, cette entité-là sera frappée
d'astreinte pour le non-dépôt. Le non-dépôt, c'est déjà 100 à 100 dollars et 10 dollars par jour de retard jusqu'à régularisation. Donc, si vous avez une entité, par exemple, aujourd'hui, qui vient déposer les états financiers, au lieu de les faire au plus tard le 30 juin, et elle les fait prenant le 1er août. Vous comprenez? Donc, cette entité-là paiera d'abord 100 dollars pour n'avoir pas déposé à date. Et vous comptez à partir du 1er juillet jusqu'au 1er août, ça vous fera à peu près 30 jours. Tout à fait. Et vous multipliez par 10 dollars par jour de retard. Donc cette entité-là payera au total 400 dollars d'astreinte qui vont bien sûr dans la caisse de l'État. Tout à fait. Et qui vont dans la caisse de l'État. Oui. Alors, depuis 2012, vous l'avez d'ailleurs dit dès le début, c'est le système comptable OHADA, le Cisco OHADA, qui est d'application en République démocratique du Congo. On va se rappeler qu'il y a une révision qui est intervenue en 2017. Quel bilan on peut en faire aujourd'hui de l'application de ces systèmes comptables en RDC? Oui, il faut dire qu'effectivement, nous, la République démocratique du Congo, nous avions notre propre plan comptable, le plan comptable général congolais, inspiré bien sûr du plan OCAM. Et ce plan avait aussi ses mérites et ses faiblesses notamment. Et nous avons ratifié les traités OHADA en 2012 et l'acte uniforme en rapport avec la comptabilité tentait en vigueur 2 ans après, c'est-à-dire en 2014. Et vous remarquerez qu'en 2014, lorsqu'on a commencé avec le système comptable OHADA dans sa première version, c'est-à-dire la version de 2000, nous avons noté quand même qu'il y avait des faiblesses par rapport à cette version-là, la première version de l'OHADA. Tout à fait. Et la RDC a beaucoup contribué à demander la révision de ces systèmes. C'est comme ça que le système a été révisé en 2017 à Brazzaville. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser ces systèmes-là. Alors, la lecture, c'est que l'appropriation va de plus en plus. Les entités s'approprient du système comme tel, parce que retenez que au niveau du ministère des Finances, il y a un comité qu'on appelle COPIL, comité de pilotage pour la vulgarisation justement du système comptable. Ce comité a organisé des formations à l'attention non seulement des utilisateurs comme tels, mais aussi des étudiants et des élèves même de l'école secondaire et de tous les autres professionnels du chiffre. Et ça fait que, en tout cas, pour l'instant, même dans les notes d'observation que nous adressons aux agents économiques, on voit réellement qu'il y a vraiment de l'amélioration dans l'adoption, ou disons, l'appropriation, je voulais dire, de ces systèmes. Donc il faut dire quand même qu'il y a beaucoup d'avancées. Et voilà quoi. Est-ce que ça a contribué notamment à améliorer l'ensemble de l'écosystème comptable congolais? Tout à fait, parce que vous savez que même sur le plan international, il y a des normes qui, dans les bonnes pratiques, ont fait montre de la transparence à travers les règles et principes. Ce sont les normes internationales, les normes IFRS, International Financial Reporting Standard. Lorsque il y a eu révision de la version de 2000 pour adopter la version de 2017, il faut dire que dans la plus grande partie, c'était l'arrimage aux normes internationales IFRS qui ont bien entendu fait preuve. Alors, comme vous le savez, pour une gestion, une bonne gouvernance, une gestion éclairée, il faut des normes qui sont adaptées, qui puissent permettre aux responsables des établissements des états financiers de pouvoir établir les états financiers qui reflètent la réalité, qui remplissent des qualités voulues, notamment la pertinence et la fidélité. Vous
Congolais, parce que si vous prenez des décisions sur base des états financiers tronqués, vous vous en doutez, vous tomberez aussi dans des décisions qui dérapent. Tout à fait. Notamment, vous pouvez facilement tomber sous la liquidation lorsque vous distribuez par exemple des dividendes fictifs. Et aussi pour par exemple les fiscs. Le fisc a un instrument qui peut servir de base pour faire le contrôle fiscal. Et les règles sont claires et il y a la transparence. Il y a la transparence. Ouais. Et ça, c'est très important. Alors, Monsieur Mbouyamba, vous êtes secrétaire général du CPCC, le conseil permanent de la comptabilité au Congo. Dans notre pays, on sait que le droit au HADA, c'est plusieurs actes uniformes. Alors, l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif est entré en vigueur dans tous les États membres de l'OHADA depuis le 1er janvier 2024, qui oblige notamment en République démocratique du Congo à toutes les entités à but non lucratif, parmi lesquelles des partis politiques, des églises et consorts, pour présenter désormais de manière obligatoire leurs états financiers. Qu'est-ce que vous, en tant que CPCC, vous faites pour les accompagner dans cette nouvelle démarche qui peut sembler étrange pour eux? Oui, c'est comme je l'ai dit, lorsque on publie des normes, des règles, des principes pour encourager la transparence, ça ne peut qu'être une très bonne chose pour le contrôle et pour les utilisateurs, etc. Effectivement, comme vous l'avez dit, à dater du 1er janvier 2024, les entités à but non lucratif sont censées, n'est-ce pas, utiliser ce système-là. Tout à fait. Comptable des entités à but non lucratif, en abrégé CCBNL. Tout à fait. Le Conseil permanent de la comptabilité a organisé beaucoup de formations à l'égard, à l'attention de personnes intéressées, notamment ces entités à but non lucratif. Et personnellement, comme vous le savez, je suis professeur aussi à l'université. Dernièrement, nous avons été invités par la Banque mondiale. Nous avons organisé avec certains autres experts venant de la Côte d'Ivoire une formation à l'attention des projets de développement financés par la Banque mondiale. Mais déjà au Conseil permanent de la comptabilité, nous avons organisé 3 formations d'envergure sur les systèmes comptables des entités à but non lucratif, non seulement à Kinshasa, à Goma, à Bukavu et à Lubumbashi. Et à Kinshasa, il y aura encore, à partir de ce lundi, de la semaine prochaine donc, une nouvelle session sur, n'est-ce pas, l'appropriation de ces outils-là, des systèmes comptables des entités à but non lucratif. Donc le CPCC est à l'œuvre pour pouvoir aider les utilisateurs à s'approprier. Est-ce que vous pensez les avoir atteints tous ou pensez pouvoir les atteindre dans l'avenir? Non, nous continuons à les faire parce que aujourd'hui c'est pratiquement le 4e mois depuis l'entrée en vigueur de cet outil-là, de ce système comptable, c'est le 4e mois. Donc nous continuons à mener des actions dans le sens que nous souhaitons à ce que tout le monde puisse s'approprier évidemment cet outil-là. Tout à fait. Alors, lorsque vous analysez l'environnement congolais, vous pensez qu'avec ce nouvel outil, ce nouveau, on va dire, acte uniforme, ce nouvel acte uniforme de l'OHADA, est-ce que ça va marcher dans le contexte congolais? Naturellement, ça va marcher parce que, comme vous le savez, nous saluons d'ailleurs l'avènement de cet acte-là, dans la mesure où, par le passé, il n'y avait pas un référentiel comme tel adapté à ce secteur-là, parce que le secteur était exclu du CISCO-HADA qui est établi pour les entités commerciales, alors que les CCBDL, donc les systèmes comptables des entités à but non lucratif, sont une exception. Donc c'est vraiment un guide comptable, parce que le CISCO-HADA, c'est un plan comptable général. C'est comme ça qu'on parle du plan comptable général OHADA, qui est une annexe à l'acte uniforme comme tel. Alors maintenant, les entités qui ont des spécificités telles que les entités à but non lucratif, il fallait
fallait donc mettre en place un outil intégrant tous ces aspects spécifiques. Et c'est ce qui a été fait. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour la RDC. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour la RDC et on espère que ça sera le cas. Oui, en tout cas. Alors, Monsieur Bouyamba, en RDC, la nouvelle loi des finances pour 2024 a apporté en tout cas plusieurs innovations, notamment en termes de certification des états financiers des entreprises, qui devient désormais une obligation. Ça, c'est la première chose. Et une obligation réservée exclusivement aux experts comptables répertoriés à l'ONEC. Alors, quelle est votre lecture par rapport à cela? Oui, j'ai encouragé ces dispositions-là. Et il faut dire que lorsqu'on parle de la certification des états financiers, il faut bien distinguer les éléments. Et la certification à laquelle vous faites allusion, c'est la certification, une attestation qui accompagne la déclaration, n'est-ce pas, de l'IBP, de l'impôt sur les bénéfices et profits. Tout à fait. Parce que par le passé, on a noté que lorsque les contrôles fiscaux arrivent, il y avait des redressements des montants colossaux. Et il fallait que l'œil d'un expert comptable, un œil vigilant, puisse déjà passer en revue la déclaration comme telle et donner des observations à l'entité qui, n'est-ce pas, établit ces documents-là, parce que, comme vous le savez, nous sommes dans un système fiscal déclaratif et autoliquidatif. Tout à fait. Alors, lorsque l'entité fait ses calculs, doit être à même de repérer les incongruités et pour pouvoir les faire. Alors, l'expert comptable sera là justement pour faire une certification de ce qui est fait. Parce qu'il faut l'avouer, hein, qu'il y a dans notre pays, nous souffrons de ce que nous appelons en théorie de la fiscophobie. Les agents économiques ont peur de payer l'impôt. Et généralement, ceux qui sont indélicats essaient de sous-estimer leur performance pour payer moins d'impôts. Alors l'expert comptable doit regarder pour voir s'il n'y a pas tous ces risques-là, où il y a minoration de l'impôt dû à l'État. Ça, c'est une mission de certification que je rapprocherai à une mission de procédure convenue. Mais la certification des états financiers, ça c'est autre chose, parce que ça c'est un audit financier qui est plénier, qui regarde tous les aspects concernant l'entité, que ce soit des aspects informatiques, les aspects comptables, les aspects fiscaux et l'ensemble de tous ces éléments là-bas. Et là, le commissaire aux comptes qui doit les faire, et il les fait selon les normes en vigueur, bien entendu, les normes de l'IFAC, qui sont des normes qui ont fait preuve. IFAC, c'est au fait la Fédération internationale des experts comptables. Alors, je dois avouer, regardez par exemple les états financiers que nous recevons au Conseil permanent de la comptabilité de la Centrale nationale des bilans. Vous trouvez des états signés par certains experts. Mais lorsque vous regardez, peut-être qu'ils n'ont pas mis en place toutes les diligences voulues pour pouvoir s'assurer de l'exactitude. Vous trouvez par exemple l'actif largement différent du passif. Ça, ce sont des b.a.-ba de la comptabilité. Des discordances dans les montants. Vous avez des montants négatifs pour des éléments, par exemple des immobilisations, etc. Mais quelque part là, vous avez la signature d'un expert comptable, soi-disant qu'il a passé en revue ces états là-bas. C'est comme ça, la loi des finances à laquelle vous faites allusion prévoit des sanctions contre l'expert comptable qui va poser sa signature de manière négligente. C'est vrai qu'il est dit que l'expert comptable n'a pas l'obligation des résultats, mais il a l'obligation des moyens. Tout à fait. C'est vrai, cela signifie que vous n'allez pas les tenir responsables lorsqu'ils ne découvrent pas certaines anomalies qui existent,
n'est-ce pas? Ça c'est vrai, parce qu'il y a toujours un risque de non-détection dans sa démarche, parce qu'il fait son travail par sélection. Nous sommes d'accord. Donc, vous ne pouvez pas dire que parce qu'il y a eu des anomalies significatives qu'il n'a pas pu découvrir et que sa responsabilité est nécessairement engagée. Non, on va maintenant regarder dans sa démarche. Si on trouve que dans sa démarche, il était négligent, il n'a pas sélectionné le compte qu'il fallait, il n'a pas travaillé selon les normes, parce que la norme principale qui décline la démarche même du commissaire aux comptes, je peux peut-être vous rappeler la norme, c'est la norme ISA 315, la norme de l'IFAC, qui dit clairement que l'auditeur doit prendre connaissance de l'entité, de son environnement, y compris son contrôle interne, une connaissance suffisante, capable de lui permettre d'évaluer les zones de risque d'anomalies significatives et de planifier sa mission. Donc, cela veut dire que lorsqu'il y a des erreurs significatives et qu'un commissaire aux comptes, un expert comptable, met en place les normes appropriées, en tout cas, il ne passera pas outre ces anomalies significatives. Les anomalies qui ne sont pas significatives peuvent être acceptées, mais pour ce qui est des anomalies significatives de fraude, etc., lorsque vous mettez en place ces normes-là, en tout cas, ces erreurs-là ne vous échapperont pas. Tout à fait. Oui. Alors, le fait que l'État congolais se décide aujourd'hui que la certification devient non seulement obligatoire, mais aussi un apanage exclusif des experts comptables répertoriés ou agréés à l'ONEC, est-ce une façon de valoriser cette profession? Oui, effectivement, il faut le faire. Il faut noter que notre profession, l'ONEC, a vu les jours, je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est en 2015. Il y a la loi qui crée l'ONEC, elle date de 2015, et l'exercice comme l'opérationnalité comme telle a commencé en 2018. Il faut dire que nous sommes dans un environnement où les gens n'étaient pas trop habitués au contrôle. Et avec l'avènement de l'ONEC, je crois que c'est une très bonne chose et c'est encourageant pour que même les experts comptables se lancent pour exercer ces métiers-là. Et c'est très important. Alors, on aimerait également savoir quel type d'expert comptable est censé certifier les états financiers, comme l'a dit la loi, les indépendants ou les salariés? On sait que dans votre profession, vous avez les indépendants et les salariés qui sont dans le secteur public. Dites-nous un peu qui est censé certifier les états financiers. Je vais justement corriger votre question, parce que lorsqu'on parle de salariés, l'antonyme ce n'est pas indépendant, c'est plutôt les libéraux. Parce que même dans la profession, il y a aussi cette confusion-là. Un indépendant ne veut pas dire quelqu'un qui est dans un cabinet. Non. Quelqu'un peut être un expert comptable dans un cabinet, mais ne pas être indépendant pour telle ou telle autre circonstance. Je peux donner un exemple. Vous êtes expert comptable dans un cabinet et on vous nomme commissaire aux comptes dans une entité, dans une entreprise où le directeur financier est votre beau-père, par exemple. Ce n'est pas parce que vous êtes en cabinet que vous serez indépendant de votre beau-père. Tout à fait. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que pour exercer les mandats, ou disons, même les missions d'assurance, parce que il y a les experts comptables ont plusieurs missions. Il y a des missions d'assurance, c'est-à-dire des missions qui demandent qu'on établisse une opinion sur ce qui a été fait. Et la règle générale, on demande maintenant l'indépendance. Que vous soyez en cabinet ou non, mais vous devez être indépendant, c'est-à-dire ne pas avoir un participant à l'élaboration, par exemple, des états pour lesquels vous établissez l'attestation. N'est-ce pas? Donc, vous évitez ce qu'on appelle l'autocontrôle, l'autorévision. Tout à fait. Oui. Mais aussi, chez les latino-germaniques, tous les salariés, à l'exception de ceux qui sont dans l'enseignement,
et des salariés qui le sont chez un autre expert comptable. Tous les autres salariés ne doivent pas en principe, pour les cas de latino-germaniques, exercer des missions de contrôle. Que ce soit des contrôles, nous disons audit conventionnel, même l'audit légal, parce que c'est dans ces cas-là justement d'audit légal que l'on parle du commissariat aux comptes. Ça c'est de 1. Donc il faut éviter, il y a des conditions d'incompatibilité, donc entre autres cet élément là-bas pour les salariés d'une manière globale. Tout à fait. Et pour ceux qui ne sont pas salariés, qui sont des libéraux, ils doivent aussi être indépendants. Donc le fait d'être libéral ne fait pas de vous indépendant. Vous comprenez? Parce que dans les normes internationales, il est très bien distingué l'indépendance d'esprit et l'indépendance d'apparence ou en apparence. L'indépendance en apparence, justement, ce sont des conditions qu'on doit éviter qui risquent même de jeter des discrédits à la profession. Les cas que j'ai donnés, par exemple, que vous êtes nommé commissaire aux comptes dans une entité où votre beau-père est directeur financier, donc le responsable, c'est lui qui établit les états financiers, n'est-ce pas? Donc, même si vous êtes dans un cabinet, vous n'allez pas dire que vous êtes indépendant pour ça. Mais l'indépendance qu'on cherche dans tout ça, c'est l'indépendance d'esprit. C'est-à-dire que vous émettez votre opinion en âme et conscience. En âme et conscience. Mais pour mesurer, le problème c'est à ce niveau-là, pour mesurer cette indépendance-là d'esprit, à l'université d'Harvard, aux États-Unis, ils ont mené des études pour voir quels sont les instruments capables d'être utilisés pour justement mesurer cette indépendance-là d'esprit. Ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle seul Dieu, le Créateur, seul Dieu, le Créateur, peut, n'est-ce pas, mesurer ça. Mais les communs des mortels, nous regardons à l'indépendance en apparence. Donc, on regarde les conditions dans lesquelles vous êtes. Voilà. Donc, il faut éviter justement soit d'être frappé dans l'incompatibilité et vous exercer en âme et conscience pour pouvoir les faire. Mais chez les anglo-saxons, la situation est tout autre. Parce que là, vous pouvez être, c'est quelque chose de prouver que vous jouissez de votre indépendance, n'est-ce pas, d'esprit. Vous pouvez être même salarié, je ne sais pas moi, à la régie des eaux et exercer les mandats du commissaire aux comptes, je ne sais pas moi, à Soufidé ou ailleurs. N'est-ce pas? Mais question de prouver que... Mais le fait que ça soit dans les secteurs publics, ça ne pose pas problème. Dans le secteur public. Le fait que vous êtes salarié, oui. Vous travaillez à la régie des eaux, par exemple, oui. Que vous ayez faire, par exemple, le travail de commissaire aux comptes à la Sofidé ou à une autre structure étatique, est-ce que ça ne pose pas problème? Justement, c'est ça que je suis en train de faire voir. Si nous sommes dans notre environnement ici, les textes sont clairs. Donc, les textes interdisent justement cette position-là. Mais chez les anglo-saxons, par contre, en revanche, ils ont montré que vous pouvez ne pas être dans cette condition-là, mais jouir de toute votre indépendance d'esprit. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Parce que vous pouvez être effectivement, comme je l'ai dit, dans un cabinet d'audit, mais ne pas jouir de toute sa liberté. Tout à fait. Oui. Mais pour les cas des salariés, donc c'est n'est qu'un des cas d'incompatibilité, parce qu'il y a plusieurs cas d'incompatibilité. Un commissaire aux comptes, par exemple, ne peut pas être commerçant. Vous voyez? Donc, il y a toute une doctrine là-dessus, et il y a des éléments qui sont aussi discutables. Vous verrez, par exemple, les cas d'une entité qui a, prenons 5 clients, et parmi les 5 clients, il y a un qui lui apporte plus de 80% de son chiffre d'affaires, de ses émoluments. Vous allez dire que cette entité est, disons, ce cabinet de commissaire de compte est totalement indépendant. Non, déjà, par rapport même à la source de ses revenus, ça pose problème. Donc, il faut prendre des mesures de sauvegarde. Voilà, dans la doctrine, lorsqu'il y a des cas comme ça, il faut toujours prendre des mesures de sauvegarde. Parce que l'essentiel,
c'est d'émettre son opinion en âme et conscience. C'est ça l'essentiel. Tout en respectant aussi la loi. Tout à fait. Les latinistes disent dura lex sed lex. Tout à fait. Donc vous devez vous en tenir. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, certaines choses restent interdites en République démocratique du Congo. Alors, au-delà d'être secrétaire général du CPCC, vous êtes aussi professeur. Vous l'avez dit d'ailleurs, professeur des universités. Quelle lecture faites-vous du système de comptabilité appliqué à ce jour dans les entités étatiques, notamment les provinces et toute autre entité en RDC? Oui, merci. La lecture, je vais vous dire que nous sommes en train d'avancer petit à petit dans ces domaines-là. Parce que nous en sommes encore à la partie simple, c'est-à-dire à la comptabilité des trésoreries, qui est une comptabilité des recettes et des dépenses, une comptabilité qui est moins transparente. Mais les efforts sont en train d'être fournis. Déjà, il faut dire qu'il y a des décrets de 2013 qui prônent déjà la mise en place de la partie double au niveau des entités territoriales décentralisées, au niveau des provinces et au niveau du pouvoir central. Alors, nous, en RDC, nous sommes en train de fournir cet effort, mais il faut dire qu'ailleurs, les autres pays, notamment la France, la Belgique, ont expérimenté cette comptabilité à partie double. Comme vous le savez, nous avons été colonisés par la Belgique. Tout à fait. Et la Belgique nous a légué les règlements généraux de la comptabilité publique de 1952. Mais en 2013, je vous ai dit qu'il y a un décret. Tout à fait. Signé mettant à jour ces règlements-là de 1950. Un décret signé par le ministre. Le Premier ministre. Le Premier ministre. Oui. Alors, je dois être sincère avec vous, les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir mettre ça en pratique. Mais jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes encore dans la partie simple. Vous pouvez en déduire les règlements généraux de 1952. Donc, les Belges qui nous ont légué ces règlements-là, ils s'en sont débarrassés depuis. Et bon, récemment, il faut avouer que c'est en 1996 qu'en Belgique, qu'ils ont eu à mettre en place cette comptabilité patrimoniale qui retrace non seulement les recettes, les dépenses réalisées par l'État, mais aussi les autres éléments patrimoniaux, notamment les créances, les dettes, les stocks et tous ces éléments là-bas. Et ces états-là seront donc audités par la Cour des comptes, qui est donc le droit commissaire aux comptes, pour certifier ces comptes-là dans le secteur public. Maintenant, pour y arriver, il y a une démarche à faire. C'est ça donc le problème. Il faut... Parce que ça reste quand même un système assez faible. Oui, je félicite justement son Excellence, Monsieur le ministre Nicolas Kazadi, qui s'est battu pour déjà mettre sur place la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Et cette direction devra réfléchir déjà sur les logiciels comptables à mettre en place pour recenser, capter toutes les opérations réalisées par toutes ces entités-là, que ce soit au niveau territorial, etc. Et aussi pour pouvoir les faire, pour pratiquer comme tel ces systèmes-là, il faudra commencer par quoi? Il faut former tout d'abord les utilisateurs. Les comptables publics doivent avoir les profils. Tout à fait. Oui. Donc là, ça ne sera plus les recettes et dépenses qui aideraient un livre de caisse. Ce sont des personnes formées selon la comptabilité patrimoniale moderne. Il faudra procéder à la prise d'inventaire physique des biens privés de l'État. Ce qui n'est pas pris en compte jusque-là. Jusque-là, ce n'est pas encore fait. Donc, le travail est à faire pour prétendre tenir cette comptabilité-là. Donc, il y a quand même des étapes qui restent à parcourir
pour pouvoir les faire. Mais nous saluons quand même la volonté qu'il y a de pouvoir les faire. Même des pays dits développés, ils ont pris beaucoup de temps pour pouvoir mais vous, CPCC, vous êtes conseil du évidemment, les CPCC, vous avez déjà conseillé en ces sens. Évidemment, tout ce qui a été fait avec le concours du CPCC, nous avons déjà un plan comptable de l'État, nous avons une liste des comptes, et maintenant, c'est l'application qui reste, et puis la mise en place du logiciel. Donc, les CPCC mettent toujours sa main là-dedans. Tout à fait. Mais j'ai répondu à la question de savoir quelle lecture on peut faire avec ça, quelles sont les étapes à parcourir, telles que vous l'avez posé. C'est comme ça que je vous fais voir ça. Effectivement. Mais le travail est encore à faire, quoi. Le chemin reste encore long à parcourir pour arriver à mettre tous les ingrédients nécessaires pour redresser ce système comptable des entités étatiques notamment. Alors, nous sommes en train d'arriver à la fin de cette émission. Une dernière question que j'ai envie de vous poser. D'ici le 30 avril, ça sera la fin de l'échéance pour justement la clôture, donc on va dire, de l'échéance fiscale pour l'exercice 2023. Tous les comptables seront dans l'obligation de présenter leurs états financiers, notamment au niveau des régies financières. Quel message le CPCC a lancé aujourd'hui à l'endroit notamment des entreprises publiques? Voilà, les messages, je vais peut-être lancer les messages à toutes les entreprises, tant publiques que privées. Parce que dans les questions que vous avez développées, vous avez fait allusion aux dispositions de la certification de la déclaration. Tout à fait. N'est-ce pas? De l'IPP. Lorsque les entités ne font pas certifier, n'est-ce pas, leur déclaration, les annexes accompagnant leur déclaration, il y a des amendes qui sont prévues. Donc le conseil que je peux prodiguer aux entités concernées par l'IPP, de pouvoir, n'est-ce pas, appliquer la loi en cherchant des experts comptables ou les commissaires aux comptes lorsqu'ils les ont pour pouvoir les faire, n'est-ce pas? Et ça sera non seulement à l'intérêt de l'entité, mais de tout le monde, et du fisc et de l'État, etc. Pourquoi? Parce que tout ce que nous cherchons, nous tous, c'est la transparence. Ça, c'est pour l'échéance du 30 avril. Ah oui, tout à fait. C'est 30 avril ici, c'est pas loin. Donc, les entités doivent respecter les échéances. Et c'est une partie des performances, de respecter les deadlines pour le dépôt des états financiers et la déclaration fiscale. Ça, c'est tout à fait. Mais en tant que conseil permanent de la comptabilité au Congo, je rappelle que au plus tard le 30 juin de l'exercice, donc après 30 avril, 2 mois après, ça sera le tour du conseil permanent de la comptabilité au Congo pour les besoins de la centrale nationale des bilans. Tout à fait. Donc, si ces entités sont prêtes pour pouvoir les faire au même moment, ce n'est pas un péché. Donc, vous déposez un exemplaire à la déclaration avec attestation de l'expert comptable ou le commissaire aux comptes. Tout à fait. Et en annexe, ce sont les imprimés du conseil permanent de la comptabilité au Congo. Donc, la loi est claire en cette matière. Et on rappelle que les experts comptables agréés à l'ONEC. Oui, experts comptables évidemment agréés à l'ONEC. Bien que la précision ne soit pas faite entre les salariés ou les libéraux, et j'ai expliqué que dans les bonnes pratiques, comme ce sont des missions d'assurance, c'est une mission pratiquement de contrôle. Donc, pour donner une certification, ce sont ceux qui sont, n'est-ce pas, libéraux, qui généralement sont conviés à faire un tel travail. S'il faut rester dans la sémantique. Tout à fait. S'il faut rester dans la sémantique. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur William Bouyamba, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, une structure placée sous la tutelle du ministère des Finances nationales. Merci une fois de plus. Merci à vous. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Grand Entretien. Mais d'ici là, restez sur nos antennes car le programme
se poursuit.